Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous déporter bien au-delà de nos frontières, jusqu'aux confins du Moyen-Orient, en Afghanistan, au cœur d'une actualité brûlante. Aujourd'hui, les commentaires foisonnent au sujet des derniers développements, malheureusement trop souvent teintés de moralisme occidental, complètement ignorant des réalités profondes de ce pays. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter l'histoire contemporaine de l'Afghanistan pour mieux en saisir ensuite les enjeux du moment. Un petit mot de géographie d'abord. Le pays est montagneux, enclavé, sans débouchés maritimes. C'est un vrai rempart contre les invasions, depuis Alexandre le Grand jusqu'à l'Empire britannique du XIXe siècle, ce qui lui a valu le nom de cimetière des empires. Ces particularités le rendent peu perméable au commerce des biens, mais aussi à celui des idées, d'où le développement d'un islam particulièrement rigoureux, et c'est notre premier point important. Pour s'en convaincre, jetons un œil sur ce sondage du Pew Center Research de 2013 qui révélait que 99% des Afghans soutiennent que la charia, la loi islamique, doit se confondre avec la loi civile, alors que le Liban ou la Turquie, pays à majorité musulmane très ouvert au commerce, connaissent des taux d'adhésion bien moindres. Selon une autre étude du même institut, une majorité d'Afghans considèrent que le port du voile est obligatoire pour les femmes et que les femmes doivent obéissance à leur mari. Ce conservatisme affiché n'empêche toutefois pas une majorité d'Afghans de promouvoir le travail des femmes et surtout l'éducation des filles. Les 38 millions d'Afghans se répartissent en plusieurs ethnies. Les principales sont les Pashtuns, majoritaires, ici en vert clair, les Hazaras, chiites, donc proches de l'Iran pour cette raison, en vert foncé, au centre du pays, les Tadjiks et les Ouzbeks au nord. L'organisation administrative est très décentralisée. Il existe environ 34 provinces et près de 400 districts. Il a donc toujours été très difficile au pouvoir central de Kaboul, la capitale, d'agir jusque dans les vallées les plus reculées. Et c'est là notre deuxième point important. Dans les années 60, le roi Mohammed Zahir Shah entend occidentaliser son pays à l'image de la monarchie britannique. Il fait adopter une constitution démocratique en 1964 et entreprend une politique de modernisation de l'Afghanistan, tant au niveau des infrastructures que des mœurs. C'est l'époque où l'on voit des femmes en mini-jupe à Kaboul. Mais cette occidentalisation heureuse des élites de Kaboul n'a pas l'heure de plaire à la masse du peuple qui vit péniblement d'une agriculture ingrate à la campagne. Cette fracture sociale entre les villes et les champs constitue notre troisième point important. Le peuple s'inquiète d'autant plus des entorses à la loi islamique que désormais le communisme a le vent en poupe, essentiellement parmi les étudiants. Le marxisme affiché insiste sur l'athéisme, mais aussi sur l'égalité des sexes, ce qui dérange. Alors se développent des partis politiques islamistes pour contrer le péril communiste. Le plus emblématique est le SB Islami Gulbuddin, aux mains de Gulbuddin Hekmatyar. En 1973, le roi est pris en tenaille entre les communistes d'une part et le peuple souffrant de la famine d'autre part. Il est alors renversé par son cousin Daoud Khan qui instaure une république avec l'appui des communistes. Hekmatyar appelle à une révolution islamique pour chasser les communistes et instaurer un régime politique purement islamique. L'URSS, de son côté, considère l'Afghanistan comme une vassale, ce qui déplaît fortement à Daoud Khan, homme d'esprit indépendant. Si bien qu'en 1977, ce dernier décide de rompre avec les soviétiques. S'ensuit alors une période troublée de coups d'État communistes à répétition pour instaurer un régime marxiste orthodoxe avec redistribution des terres, politique anti-musulmane assumée, fermeture des mosquées, interdiction du voile. Les islamistes sont pourchassés, ils se réfugient alors dans les montagnes et ils sont rejoints par une partie des troupes gouvernementales. Là, Brejnev, le maître du Kremlin, craint un coup de force de ces islamistes sur Kaboul. Il décide alors en décembre 1979 d'envoyer l'armée rouge occuper l'Afghanistan pour placer au gouvernement des hommes sûrs. Alors une sorte d'union nationale va fédérer les islamistes, les élites afghanes et la masse du peuple pour lutter contre cette occupation soviétique. Les guerriers prennent le nom de Moudjahidines, les combattants de la foi, pour livrer le djihad, c'est-à-dire la guerre contre les ennemis de l'islam.
Les Moudjahidines, bien que nationalistes, insistent aussi sur le fondement religieux de leur lutte, et c'est un quatrième point important. Ces Moudjahidines, maintenant, cherchent des armes. Alors les États-Unis, tout heureux de nuire aux Soviétiques, vont leur faire parvenir des quantités impressionnantes d'armes légères via le Pakistan. Mais les factions rebelles connaissent entre elles des dissensions du fait de rivalités ethniques ou personnelles, ce qui complique leur accès à l'armement. Alors, à ce moment-là, deux grands chefs militaires vont se distinguer. D'une part, Hekmatyar, que nous connaissons déjà, et d'autre part, Ahmed Shah Massoud. C'est un Tadjik, il a étudié au lycée français de Kaboul, il développe des talents de communication pour séduire les Occidentaux et obtenir des armes. Français et Anglais sont subjugués par ce héros romantique, un Che Guevara anti-soviétique qui fait figure d'islamiste modéré attaché aux droits des femmes. Schématiquement, Hekmatyar est populaire parmi les Moudjahidines, alors que Massoud est l'homme des Occidentaux. Mais les services secrets américains restent circonspects sur la fiabilité de ce chef tadjik. Ils ne croient pas à sa prétendue modération. Aussi, c'est Hekmatyar qui sera le mieux pourvu en armement. Il faut dire que pour l'ensemble des Moudjahidines, et quelle que soit leur obédience, les femmes de toute façon n'ont aucun droit. Une longue décennie de guérilla s'installe, faisant plus d'1 million de morts en Afghanistan. Les Afghans qui en ont les moyens fuient en exil, 3 millions partent au Pakistan, 2 millions en Iran, tandis que des combattants musulmans du monde entier viennent en Afghanistan pour se battre contre les soviétiques. Et parmi eux, un Saoudien, un certain nommé Oussama Ben Laden. À partir de 1985, le président américain Reagan renforce l'armement qu'il fournit aux Afghans, et notamment des armes anti-aériennes. Dès lors, les soviétiques essuient des pertes importantes et finissent par se retirer en 1989. Malgré le retrait de l'armée rouge, le gouvernement à Kaboul reste communiste. Mais la chute en 1991 de l'URSS entraînera finalement celle du gouvernement communiste d'Afghanistan, qui n'aura plus aucun soutien international. Alors, en avril 1992, Massoud prend Kaboul, mais il échoue à former un gouvernement avec Hekmatyar. S'ensuit alors une terrible guerre civile entre ces deux grands chefs qui se disputent le pouvoir. Les deux héros de la guerre contre les soviétiques se comportent désormais en parias. Bouclier humain, bombardement aveugle, tout est bon pour affaiblir l'adversaire. Pendant ce temps, les enfants sont tués ou blessés par milliers. Les femmes se font égorger dans les rues de Kaboul, image désastreuse pour Massoud censé les protéger. Précisons encore que ce sont les Moudjahidines qui imposent aux femmes le port de la burqa. Lors de la guerre civile, l'incapacité des chefs de guerre à s'entendre et à assurer la sécurité des populations, voilà notre cinquième point important. L'échec d'Hekmatyar à prendre Kaboul convainc les Pakistanais de soutenir une force nouvelle, née en 1994, celle des étudiants de l'islam, les talibans. Ils puisent leurs racines idéologiques de deux sources principales. D'une part, le déobandisme indo-musulman de la fin du XIXe siècle, et d'autre part du wahhabisme saoudien. Ces talibans prônent une vie extrêmement proche de celle du prophète Mahomet, jusque dans les moindres détails. Ils veulent instaurer un régime d'islamisme pur, fondamental, sans aucune place pour l'interprétation et encore moins pour la discussion ou pour la modernité. Leur chef, le Mollah Omar, est un vétéran de la guerre de 1979. Dans cet Afghanistan en guerre civile où sévissent pilleurs et assassins, ces nouveaux fondamentalistes promettent l'ordre public et la sécurité. Ils sont bien accueillis par la population. Et une part importante des troubles de Massoud et d'Hekmatyar refuse d'ailleurs de combattre ces bons musulmans qui jouissent d'un certain prestige. En septembre 1996, les talibans prennent facilement Kaboul sous les acclamations de la population. Mais ils instaurent bien sûr un régime de charia particulièrement zélé, avec interdiction de la musique et des divertissements. Bien sûr, les femmes n'ont toujours aucun droit, burqa obligatoire, et elles ont l'interdiction de sortir sans être accompagnées par un homme de leur famille. Sur le plan international, l'Arabie saoudite, le Pakistan et les Émirats arabes unis reconnaissent le régime taliban. En revanche, l'Iran est au bord de la guerre suite à l'assassinat d'un journaliste et de 8 diplomates iraniens en Afghanistan. L'Occident, globalement, accepte le fait accompli.
Pendant ce temps, Ben Laden, qui avait trouvé refuge au Soudan, en est expulsé et retourne en Afghanistan. Les talibans tolèrent sa présence au nom des services rendus durant la guerre contre l'URSS, mais son organisation terroriste Al-Qaïda, qui recrute essentiellement des combattants étrangers pour les entraîner au djihad, ne plaît guère au nouveau maître de Kaboul. En effet, les talibans aspirent à gouverner leur pays sans s'ingérer davantage dans la politique internationale. Toujours est-il que l'organisation Al-Qaïda élimine Massoud le 7 septembre 2001 et déclenche les attentats du World Trade Center 4 jours plus tard. Là, les talibans comprennent très vite qu'ils ont tout intérêt à collaborer avec les États-Unis pour éviter les représailles. Ils font discrètement savoir à la CIA qu'ils lâchent Oussama Ben Laden sans pour autant leur remettre directement le terroriste. Mais c'est trop tard, George Bush a besoin d'une guerre pour laver l'affront fait au peuple américain. La guerre d'Afghanistan aura bien lieu. En octobre et novembre 2001, Britanniques américains déclenchent les frappes contre les talibans, relayées sur le terrain par l'Alliance du Nord, une organisation qui avait été créée en 1996 par Massoud. Ils se rendent rapidement maîtres du terrain, puis l'OTAN envoie la force internationale d'assistance et de sécurité pour sécuriser le pays, éradiquer le terrorisme et bâtir un État afghan. Mais quelles sont les motivations réelles de cette guerre ? Officiellement, bien sûr, il y a la capture de l'auteur des attentats, l'éradication du terrorisme, la lutte contre ce régime oppresseur des femmes, mais les documents de la CIA prouvent que ce féminisme affiché n'était qu'en fait que de la propagande destinée à convaincre les pays européens de participer à la coalition. Vraisemblablement, le gouvernement américain voulait s'établir militairement en Asie méridionale pour contenir les influences russes, chinoises et iraniennes de la région. Après la victoire militaire, place à la politique. Les accords de Bonn prévoient l'installation d'un gouvernement à Kaboul présidé par Hamid Karzai, un Pashtun, et l'adoption d'une constitution démocratique. Bonne nouvelle pour les femmes, elles recouvrent le droit de se vêtir à leur guise, d'étudier et de travailler. Droit appliqué au moins dans les grandes villes. 3 millions d'exilés retournent au pays, ce qui entraîne une explosion démographique à Kaboul. La population de la capitale passe de 300 000 habitants à près de 4 millions aujourd'hui. Mais ce gouvernement démocratique admet deux grandes faiblesses. D'abord, il est gangréné par la corruption, et cela se comprend aisément. L'Afghanistan a reçu une aide internationale considérable, bien supérieure aux capacités concrètes de reconstruction du pays. Les experts estiment qu'il ne faut pas dépasser 30% du PIB en aide internationale. Or, l'Afghanistan a reçu près de 100% de son PIB. Donc l'aide excédentaire, les fonds qui n'ont pas pu être utilisés pour la reconstruction, ont abondé les poches des élites politiques. Surtout, le gouvernement a échoué au développement des zones périphériques. Alors que les milliards pleuvaient sur Kaboul, les campagnes n'ont rien vu venir. Et il en résulte un ressentiment important dans la population. Il ne faut pas non plus oublier que depuis 1992, les seigneurs de guerre, les vétérans, les officiers vétérans de la guerre contre l'Union soviétique, ont installé des petits pouvoirs locaux dans chaque district, sauf en zone pachtoune. Ils lèvent l'impôt, ils entretiennent une petite armée, ils assurent la sécurité et même la justice. Bref, le gouvernement central de Kaboul est obligé de s'entendre avec ces seigneurs de guerre pour obtenir la coopération des provinces. Ce que n'ont pas su faire ni le président Karzai, ni son successeur Ashraf Ghani. Enfin, les innombrables bavures de la coalition n'ont pas contribué à crédibiliser le gouvernement démocratique de Kaboul. Si bien qu'à partir de 2005, les talibans reprennent du poil de la bête, ils mènent une contre-offensive à partir de leurs fiefs historiques le long de la frontière pakistanaise. Et en 2018, Ashraf Ghani est bien obligé de les reconnaître comme force politique légale. Les carences de ce gouvernement de Kaboul, voilà notre 6e point important. Du point de vue américain, l'Afghanistan ressemble de plus en plus à un bourbier dont il faudra se dépêtrer. En février 2020, Trump accepte la négociation avec les talibans. C'est le Qatar qui servira de médiateur. Les accords de Doha présentent 4 points principaux. D'abord un cessez-le-feu, puis le retrait des forces américaines, l'interdiction faite aux talibans d'abriter des groupes hostiles aux États-Unis ou à leurs alliés, avec présence d'observateurs internationaux pour en attester,
et enfin des négociations entre partis afghans pour former un futur gouvernement, le fameux gouvernement inclusif. Les talibans constituent l'Émirat islamique d'Afghanistan, une sorte d'entité politique, et les diplomates américains insistent lourdement pour ne pas reconnaître cette entité comme État. Mais bien sûr, cette négociation entre diplomates américains et talibans constitue une très forte légitimité internationale pour ce mouvement fondamentaliste. Sur le terrain, les talibans améliorent leur tactique militaire, ils coupent les ravitaillements de l'armée régulière, les soldats de cette armée afghane ne les combattent pas vraiment, ils nouent des contacts très fructueux avec les seigneurs de guerre locaux, ils s'occupent concrètement de l'ordre public, ils assurent la justice, qui n'était pas forcément assurée jusque-là, on l'a vu, et sont plutôt bien accueillis par les populations. D'ailleurs, ils nomment dans chaque district qu'ils occupent des personnalités connues de la région, de la localité, ce qui améliore la confiance entre la population et le gouvernant local. Sur le plan international, on assiste à une sorte de revirement diplomatique. L'Iran reconnaît ce mouvement taliban, noue des contacts avec eux, de même que la Chine et la Russie, alors que l'Arabie saoudite et les Émiratis se montrent beaucoup plus frileux. Forts de leur succès à l'intérieur comme à l'extérieur, les talibans prennent le pouvoir beaucoup plus tôt qu'attendu. Dès le 15 août 2021, ils entrent dans Kaboul. S'ouvre alors une nouvelle page avec de nouvelles questions que nous allons examiner. Il y a d'abord la question du futur gouvernement. Le chef suprême des talibans aujourd'hui est un religieux, le Mollah Akhundzada. Mais plusieurs tendances coexistent aujourd'hui au sein du mouvement taliban. Schématiquement, on distingue d'abord les orthodoxes religieux de Kandahar, c'est la branche religieuse du mouvement. Ensuite, le courant du Mollah Baradar, qui était le négociateur de Doha. Moins extrémiste, il appelle au gouvernement d'ouverture, incluant des forces non talibanes et des représentants des différentes ethnies. Le fils de Massoud et même Karzai, l'homme de George Bush, pourrait être appelé par Baradar. C'est la branche politique et pragmatique. Enfin, le réseau des Haqqani, la branche militaire. Elle est composée de soldats devenus hommes d'affaires et d'après le renseignement américain, ce clan garde des contacts avec Al-Qaïda. Les Haqqani sont très liés au Pakistan et à l'Arabie saoudite. La composition du futur gouvernement nous donnera des indications sur le rapport de force entre les tendances, mais une certaine continuité est prévisible. Les talibans étant peu nombreux, ils devront reconduire dans leurs fonctions un certain nombre de hauts fonctionnaires. D'ores et déjà, le maire de Kaboul comme le ministre de la Santé ont déjà été reconduits à leur poste. J'ouvre ici une courte parenthèse puisque au moment où je termine la vidéo, les talibans ont annoncé la composition d'une partie du gouvernement provisoire. Le Mollah Hassan Akound sera Premier ministre, il s'agit de l'ancien conseiller du Mollah Omar. Le Mollah Baradar que l'on attendait Premier ministre sera finalement numéro 2 du gouvernement, vice-premier ministre. Le Mollah Yacoub, qui n'est autre que le fils du Mollah Omar, obtiendra le portefeuille de la défense et Sirajuddin Haqqani, le chef des fameux réseaux Haqqani, sera lui ministre de l'Intérieur. Toutes les tendances talibanes sont donc représentées, mais le centre de gravité du gouvernement penche du côté orthodoxe religieux. On comprend que le refus du fils de Massoud de participer au gouvernement, et donc son refus de la main tendue par Baradar, aura clairement affaibli la ligne plus accommodante prônée par celui-ci. Voilà, je referme la parenthèse. Nous allons ensuite nous intéresser au sort de la communauté Hazara, cette minorité chiite, ayant déjà fait l'objet d'un génocide à la fin du XIXe siècle. Eh bien, les Hazaras ont été à nouveau attaqués récemment. En 2020, c'est un attentat contre une maternité Hazara qui a eu lieu, et en mai 2021, une attaque cette fois dirigée contre une école de filles Hazara qui a fait 85 victimes. Nous ne savons pas qui a perpétré ces attentats, ils n'ont pas été revendiqués. Peut-être les talibans eux-mêmes, ou
plus vraisemblablement l'État islamique. Pour le moment, nous n'en savons rien. Toujours est-il que l'Iran, protecteur naturel de ses populations, n'a pas réagi pour le moment. L'inquiétude porte évidemment aussi sur les droits des femmes. Si les talibans d'un côté veulent restaurer une charia pure, de l'autre, les évolutions démographiques des dernières années et surtout l'accroissement du niveau d'éducation des filles pourraient les obliger à des concessions. Nous verrons donc quel sera le degré de réalisme politique de cette force talibane. Vient ensuite la question du terrorisme. Alors que c'était l'enjeu majeur de la coalition en 2001, force est de constater son échec patent. À cette époque, en 2001, nous avions Al-Qaïda à Kandahar et la Maison des Algériens, un autre groupe terroriste, à Jalalabad. Aujourd'hui, Al-Qaïda sévit toujours, tandis qu'à Jalalabad, c'est l'État islamique au Khorasan qui a pris le relais. Le Khorasan étant une vaste région s'étendant sur le monde indo-persan et l'Asie centrale. D'ailleurs, de nombreux étrangers, y compris français, viennent aujourd'hui s'enrôler à Jalalabad auprès de l'État islamique. Les talibans entretiennent des relations complexes avec le terrorisme. Globalement, ils sont assez peu enclins à exporter leur terrorisme en dehors de leur sphère d'influence naturelle afghano-pakistanaise. Leur nationalisme, d'ailleurs, les désigne clairement adversaires de l'État islamique, qui est une entité supranationaliste qui conteste les nations. En revanche, nous avons vu que les réseaux Haqqani, donc qui constituent une part du mouvement taliban, gardent des liens étroits, notamment financiers, avec Al-Qaïda. Et ça, c'est un enjeu important pour notre sécurité intérieure. Toujours dans le domaine de la sécurité, il y a le problème de la culture du pavot. Avant 1996, cette culture était très répandue en Afghanistan. Elle a été éradiquée par les talibans dès leur arrivée dans les années 90, puis réintroduite par le gouvernement démocratique. Aujourd'hui, la question est de savoir si les talibans vont l'interdire à nouveau. Et ça nous concerne de près pour notre sécurité intérieure. Enfin, le chapitre économique et alimentaire. C'est un point crucial alors qu'il est très peu abordé par les commentateurs. Comment parler de droit et de liberté alors que la famine et la pauvreté sévissent? Comment parler de démocratie alors que les enfants meurent de malnutrition par milliers? Ça, c'est notre 7e point important. Il est vital pour les populations d'accéder à une aide alimentaire urgente et ensuite à installer dans le pays des systèmes d'irrigation modernes permettant d'améliorer les performances de l'agriculture pour la rendre efficace auprès des populations. Voici venu pour nous le temps de la conclusion. C'est une évidence, l'Afghanistan est un pays du Moyen-Orient aux antipodes de l'Occident. Le pouvoir appartient aux localités, l'islam y est appliqué avec rigueur, les élites urbaines sont particulièrement coupées de la masse rurale, le pays a vécu 40 ans de guerre et aujourd'hui les Afghans aspirent à la paix, à la sécurité dans leur vie de tous les jours et à nourrir leurs enfants correctement. Ils n'ont que faire de notre démocratie occidentale à laquelle ils ne comprennent rien. C'est un concept pour eux étranger. Et ils ne veulent plus de cette tutelle internationale, sauf bien sûr les élites occidentalisées de Kaboul, celles auxquelles nos journalistes ont facilement accès. Il reste désormais aux Occidentaux 3 options possibles. La première serait d'ignorer les talibans, de ne pas reconnaître leur État. Ce serait alors laisser les mains libres à la Russie, à l'Iran et surtout à la Chine qui est intéressée par l'Afghanistan pour y développer ses routes de la soie et surtout pour y extraire ses terres rares. Donc ce n'est pas une bonne option. La deuxième possibilité serait d'aider militairement le fils du commandant Massoud qui continue de résister aux talibans dans la vallée du Panchir, au nord du pays. Mais évidemment, c'est une option déraisonnable. Le rapport de force ne le permet pas. Le fils Massoud est un Tadjik, il ne sera pas accepté par la majorité pachtoune. Et enfin, il n'apporte aucune garantie autre que sa parole sur le respect des droits des femmes et de la démocratie. Donc ce n'est pas une option crédible. Soyons réalistes, les talibans sont au pouvoir, il faut les reconnaître pour entreprendre un dialogue constructif avec eux. Nous n'avons pas le choix si nous voulons agir efficacement. Nous avons l'argument de l'argent. Il faut savoir que 75% du budget de l'État afghan
provient de l'aide internationale. Aujourd'hui, le FMI bloque 400 millions de dollars d'aide pour l'Afghanistan, alors que le gouvernement américain gèle 10 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane. Nous pouvons donc utiliser ce moyen de pression pour obtenir quelque chose du gouvernement taliban. Il nous faudra donc négocier sur les points les plus cruciaux. D'abord, au sujet du terrorisme, évidemment, ne rien transiger. Ensuite, le deuxième point majeur, sur l'immigration. Il faudra voir avec eux comment éviter un afflux de migrants vers l'Occident. Enfin, évidemment, négocier avec eux l'éradication du pavot, qui est également une question vitale pour nous. Nous serons vigilants sur le sort des Hazaras et sur d'autres sujets, comme le développement de l'éducation et de la santé en Afghanistan. Là encore, nous pourrons, je pense, entreprendre un dialogue utile. Les questions de démocratie et de droits des femmes seront plus délicates à traiter, puisque nous entrerons alors en conflit idéologique frontal avec les talibans. Mais avec de la patience, avec le temps, avec le développement de l'éducation, de l'économie, de la démographie, il est probable que les choses évolueront progressivement dans le bon sens. Mais il est illusoire d'aller trop vite, comme de penser que notre modèle politique serait naturellement universel. L'universalité de la Révolution française signifie proposer au monde un modèle politique qui nous convient. Mais gardons-nous de toute hubris, il ne s'agirait pas d'asséner par la force la démocratie et l'égalité des droits à des peuples libres qui n'en voudraient pas. Quant à nous, nous avons cru à tort à la propagande de M. Bush. Nous avons cru que la chute des dictatures allait signifier un monde parfait, un monde libre où tout le monde serait innocent. Et cet argumentaire a été repris par les sans-frontiéristes. Ils ont prétendu que la fin des talibans serait la fin du terrorisme et que dès lors nous pourrions baisser la vigilance sur la sécurité de nos frontières. Évidemment, tout cela est faux. Le terrorisme n'a pas besoin de dictature, au contraire, il se développe encore mieux dans l'anarchie que nous avons installée en Afghanistan. Pour notre sécurité, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons sécuriser nos frontières. C'est la leçon à tirer de l'histoire récente de l'Occident. Quant aux relations avec les États extérieurs, eh bien, nous devons mener une diplomatie fondée sur le réalisme et oublier les rêves d'utopie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la diffuser sur vos réseaux, vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt et vive la France!